fois la porte Notre-Dame. Je dirais pourquoi ça s'appelait la porte de la Citadelle. Alors, bon, j'avais eu l'idée de faire cette promenade pour parler des statues des ducs de Lorraine, parce que justement des statues des ducs, on va voir, il y en a partout. Et ici, vous voyez, c'est la statue de Charles III, qui tient dans sa main les plans de Nancy, puisqu'il avait fait refaire la fleuve, et ici, il avait fait raser tout le coucou ici, sur le plateau de 3 maisons. Il restait 3 maisons. Voilà. Ah, d'accord. Alors, cette statue-là, c'est pas celle qui était à l'origine. À l'origine, c'était une statue de notre... Et sur le trône était monté un huguenot, Henri IV, et là, c'était pas supportable. Parce que ce Charles III, là, était le chef d'une association de malfaisants qui ont de la Saint-Barthélemy, qui s'appelle la Sainte Ligue catholique. Et c'est lui qui avait organisé ça à Nancy. Charles III, la Sainte Ligue catholique, c'était un des fondateurs. C'était les... C'est lui qui Rossini voulait voilà. Avant les c'était un prince catholique. C'était un prince catholique intégral. L'autre chose aussi qui s'est passé, c'est que les évêchés qu'il y avait à côté, c'était Toul, Metz et Verdun. On connaît le primat des Gaules ou des choses comme ça, mais c'était pas lié à un territoire. Hein. Et là, c'était première fois. Donc l'église primatiale de Nancy, c'est sur un primat qui exerce sur un quasiment diocèse, mais on n'a pas pu dire. Qui est reparti sur autre chose. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, on sait toi. Oui, vous êtes le monsieur qui a fait plein de vélo. Ah, c'est ça. Qui a fait 9 tours de vélo. Finalement, c'est pas la même que je prête des photos, mais c'est trop tard. Je compte sur vous. Il y a un radar là. C'est 1648, ça se termine par le traité de Westphalie. Bon. 1618, c'est ça combien? 1648. La note, c'est un peu séché là. Et pourquoi? C'est parce qu'on avait un duc qui s'appelait Charles IV, qui lui menait une politique incohérente. C'est-à-dire qu'il signait des traités et il ne les respectait pas. Alors, ce qui fait qu'on était entre la France et l'Empire. Avec des voisins comme ça, il vaut mieux se tenir à carreau. Donc il a signé des tas de traités avec Richelieu, puis chaque fois il ne les respectait pas. Et l'autre, qu'est-ce qu'il faisait? Il en profitait pour venir avec son arme. Il a demandé à l'artiste de l'époque, qui s'appelait Jacques Callot, de faire une gravure représentant le siège de Nancy, comme il avait eu pour le siège de Breda. Et à l'époque, il y avait un sentiment lorrain très fort, puisque les gens n'étaient pas français. Il y avait des exactions, des choses comme ça. Donc le risque, c'était que le risque qu'il y avait à Nancy ne venait plus de l'extérieur, de les troupes qui occupaient, c'était les troupes françaises qui occupaient, le risque il venait de l'intérieur. Donc c'est ici, cette porte de Notre-Dame, c'est appelée la porte de la Citadelle, puisque c'était la Citadelle qui gardait les habitants de Nancy, avec toute une caserne qu'on va voir en dessous, là où il y avait les mousquetaires, vous allez voir le fantôme de d'Artagnan qui se baladait quelque part là, et avec une propriété qui est assez rare, c'est que les canons de la Citadelle n'étaient pas tournés vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et quand Henri IV il a visité Nancy, quand il est arrivé là, il a dit « cette ville serait bien la capitale d'un royaume ». Mais à mon avis, il l'a dit pour se foutre de la gueule de l'autre. C'est vrai que quand il a su celle-là, c'est la vie, hein. Allez, hop. C'est que cet endroit-là, maintenant, il y a un bistrot. Dans le temps, c'était la fontaine. Ici, il y a c'est toujours du liquide. C'était là. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque là, alors il y avait autour des villes, il y avait un octroi. Donc on avait passé tous les murs de Nancy et il a fallu faire un mur d'octroi. Alors, tout le XVIIIe siècle, on a payé très cher pour faire un mur d'octroi, qu'on a payé très cher au XIXe pour le passer. Parce que c'était, comme il y avait une expansion de Nancy, c'est pour ça qu'il y a des rues qui paraissent... qui sont un peu... Bon. Alors, on ne peut pas passer par la porte en souvent. Donc là, il faut bien regarder d'ici. Vous allez bien comprendre le système d'architecture médiévale.
Vous allez me dire, les mecs, ils étaient bourrés parce qu'ils n'ont pas fait la sortie en face de l'entrée. Vous voyez que c'est un peu traviole. Mais c'est voulu. Parce que si on s'est dit, bon, on ne sait jamais des fois que le pont-levis, ici c'est un pont-levis, si le pont-levis était blessé qu'il y a une charge de cavalerie, avec les autres, ils ralentissent. C'est pour ça qu'on faisait, dans les architectures médiévales, il y a toujours un virage au milieu de la construction pour empêcher les autres de tirer dessus Voilà. Alors, bon voilà la porte de la Craft. Donc on ne sait pas pourquoi la Craft, on suppose que ça vient du mot germanique Kraft, qui veut dire la force, personne ne suit. Donc il n'y a aucun rapport avec ce qu'elle devait ressembler au Moyen-Âge. Elle a pu passer plusieurs fois. Et là, bon, là elle a été refaite au XVIIIe siècle. Là, par exemple, là, comme elle était en 1830, de Gérard d'Alsace. Alors Raoul est mort à la bataille de Crécy. Son fils Jean. Et leur famille. Donc, je vous montrer qu'ils étaient fort rancuniers. Ici, il y a le tombeau d'Antoine. Antoine, c'est le petit-fils de Jean. Attention, parce que je vous demanderai tout à l'heure qui était Jean, qui était sur la porte de la Craft. Jean, qui est le grand-père, qui est mort à la bataille de Crécy. Père de Raoul, père qui a engendré Charles II. Charles II est mort sans garçon. Enfin, ses enfants morts sont morts. Jean, lui, descend de l'Alsace, comtesse, dit qu'en aucun cas, un royaume étranger ne doit revenir une femme. Donc, lui demande l'assistance de quelqu'un qui va avoir d'importance dans l'histoire de la Lorraine, il demande l'assistance du duc de Bourgogne, qui était un des seigneurs les plus importants de l'époque. Donc, évidemment, avec toute l'armée de Bourgogne, il va gagner la bataille contre Renier Ier d'Anjou. Mais Renier Ier d'Anjou va être donc prisonnier à Dijon, prisonnier du duc de Bourgogne, mais malgré tout, Antoine ne réussira jamais à monter sur le trône parce que l'idée des grandes puissances à l'époque était de placer les Anjou, qui étaient c'était des grands seigneurs de France, etc., de les placer à la tête de chez Lorraine, puisqu'ils commençaient déjà à avoir l'idée de rattacher un jour la Lorraine de France. Donc il a fait faire des recherches par des moines, etc. Donc il a fait faire un arbre généalogique faux qui fait descendre des Carolingiens. Donc comme il y a eu un Charles Carolingien, donc ce serait le Charles Ier. Après, donc, il y aurait... parce que, bon, Charles, celui-ci, au Moyen-Âge, quand il a été élu sous le nom de Charles Ier. L'autre chose aussi qu'il y a sur ici, vous voyez, Solifato Sechit, anno 1430. Tout le monde sait que Charles II est mort le 25 janvier 1431 à 17h27. Tombeau, si on reprend un prince du Moyen-Âge, on va refaire en fonction du calendrier julien. Le calendrier julien était en activité jusqu'au XVIe siècle. Et au calendrier julien, le changement d'année se fait au 1er avril. Donc, si l'année, le
25 janvier. Donc si on compte en calendrier grégorien, c'est 1431, et en calendrier julien, c'est 1400.